Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Na, 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 na. Et on poursuit avec Sucker Punch, qui est sorti en 2011, 6.1 sur IMDb. Un film que je trouve noté très bassement, honnêtement, sur IMDb. Ça vaut largement plus. C'est un très très bon film, d'après moi. Je reviens là-dessus avec Emily Browning, Vanessa Hudgens, Carla Gugino, naturellement, Oscar Isaac, John Hamm et Scott Glenn. Pour moi, ce film-là, encore une fois, on reprend un petit peu visuel 300 Watchmen qui est repris dans ce film-là. Ce film-là est très réussi. Tu as réellement une dramatisation au niveau du scénario qui est rondement mené jusqu'à la fin, où ça ne se terminera, spoiler alert, mais ça ne se termine pas nécessairement bien, parce que ça ne peut pas bien se terminer, ce qui est relativement intelligent de la part du réalisateur, je te dirais. Évidemment, c'est très bien joué. Il y a réellement cette dynamique dramatique au fur et à mesure, si on met à part toutes les scènes d'action, une dynamique dramatique au fur et à mesure du film, dont les mécanismes se mettent en place les uns après les autres de la manière la plus logique possible. Donc oui, c'est un film qui a été, pour moi, d'après moi, c'est un des classiques du cinéma, très honnêtement. C'est peut-être pas un de mes classiques, mais c'est un des classiques du cinéma pour beaucoup de raisons. Et c'est un film qui a été boudé et par les gens et par la critique. Bon, voilà, alors après ça, il y a différents éléments plus ou moins, je te dirais, politiques par rapport à des idées un petit peu débiles. Honnêtement, je te dirais la place de la femme, etc. Bon, mais moi, je mets tout ça à part, je regarde ça uniquement d'un point de vue, voilà, d'un film et de ce qu'il vaut en tant que film. Et je pense que c'est un film très réussi et très audacieux aussi dans son scénario. Alors, parce que c'est pas évident de faire un film comme ça, honnêtement, là quand même, le sujet est très pesant dans le film. Ça reprend un petit peu la même idée que Joker, je reviens souvent sur ce film-là, en 2019, mais c'est des sujets qui sont difficiles à exploiter, et c'est des sujets qui peuvent être mal perçus, et la preuve, ça a été le cas d'après moi. Emily Browning, dans le film, on part dans les anecdotes, a eu sa première ligne de dialogue. Tu regardes le film, tu t'en apercevras après 18 minutes de film, ce qui est quand même assez énorme. Beaucoup de gens ont appelé ce film Vol au-dessus d'un nid de Matrix. Ça, j'avais noté, mais j'ai trouvé ça cool. Vol au-dessus d'un nid de Matrix. C'est vrai que c'est un peu un mélange des deux films quelque part. C'est pas complètement con comme idée. Le film n'est pas une adaptation, contrairement aux autres films que j'ai pu citer auparavant. Watchmen, adaptation d'un comic book, 300, adaptation d'un comic book, Dawn of the Dead, le remake de film de George A. Romero. Et ben là non, c'est un scénario quand même original, mais profondément inspiré d'après Zack Snyder, de Alice in Wonderland de Lewis Carroll. Donc c'est quand même à noter. Et dernière anecdote assez rapide, Brie Larson qui maintenant est connue grâce à Captain Marvel, elle avait été au casting pour jouer le rôle détenu par Emily Browning, mais ne l'a pas eu. Donc finalement, on ne l'a pas vu dans ce film-là. C'était Emily Browning. C'est peut-être bien, je ne sais pas. Emily Browning joue superbement bien, en tout cas dans le film. Il n'y a pas de souci. Film très réussi. Toutes les filles qui jouent là-dedans ont des rôles quand même très difficiles. Et toutes les actrices, je trouve, vraiment jouent bien dans les bonnes tonalités par rapport à la dramatisation du film. Tu l'auras compris, j'ai aimé ce film-là. Et on poursuit avec Man of Steel en 2013, 7 sur IMDb, Superman, le premier nouveau Superman dans l'univers des DC Comics, avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Diane Lane, Russell Crowe et Kevin Costner. Un film que si tu suis la chaîne Nation Cinéma, tu le sais, pour moi c'est un film cultissime avec Batman Begins. J'en parlerai pas parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, si tu veux savoir ce que j'en pense de Man of Steel, qui pour moi est un des plus grands films qui existent, qui est dans mon top 10, top 20, peu importe, mais qui est vraiment en haut du top, va voir la vidéo Pourquoi Batman Begins et Superman Man of Steel sont de très bons films, ou de très grands films, je ne sais plus comment je l'avais mis, je vais le mettre ici quelque part, donc, ou c'est déjà là, depuis un bout. Donc, je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux savoir exactement ce que je pense de Superman Man of Steel. Oui, effectivement, très grand film. Et c'est d'ailleurs avec ce film-là, j'en parlais tout à l'heure, que ça va clôturer quelque part le bon moment de la filmographie de Zack Snyder. Jusque-là, il a fait des très grands films, des très bons films, et là, on s'en va directement dans le fossé, à partir de là, avec des films vraiment mauvais. Il n'y a pas une grosse filmographie,
mais les films qui s'en viennent après sont vraiment horribles. Tous les films qui ont été faits jusque-là, par contre, je te le dis, je te le garantis, sont quand même des très très bons films. Même si tu n'aimes pas réellement l'histoire ou les films que j'ai cités jusque-là, tu vas voir que si tu t'intéresses au cinéma de près ou de loin, tu vas trouver quand même des éléments quelque part qui vont attirer ton attention et tu vas dire, oh ok, le côté visuel, le côté scénario, le côté jeu d'acteur, le côté réalisation, photographie, peu importe, il y a quelque chose là-dedans qui m'a attiré et qui m'a fait un petit peu réfléchir. Donc oui, c'est quand même des très bons films jusque-là, jusqu'à Man of Steel, en dessous, ça va plus du tout. Batman vs Superman en 2016, 6.4 sur IMDb. Honnêtement, je l'aurais noté 2, moi. Très honnêtement. Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Jeremy Irons et Gal Gadot qui prend le rôle de Wonder Woman, qu'on voit dans le film, effectivement. Non, c'est un film qui pour moi, Batman versus Superman, pardon. Pour moi, c'est un film qui est une perte de temps totale et absolue. C'est un film qui n'a aucune cohérence. Il y a beaucoup de problèmes scénaristiques dans le film. Le visuel, malheureusement, Zack Snyder est un gars qui travaille énormément son visuel, mais là, il est tombé très bas parce qu'il y a des fonds verts qu'on voit qui sont juste horribles. On voit en arrière, c'est complètement, ça fait aucun intérêt. L'histoire n'a pas d'intérêt. Je me suis complètement ennuyé dans ce film-là. J'attendais juste que ça finisse. C'était douloureux, honnêtement. La trame est ridicule. Bon, je veux bien que ce soit à l'adaptation d'un comic book, plus particulièrement du justement Batman vs Superman, mais peut-être n'aurait-il pas fallu le faire, ou peut-être aurait-il fallu l'adapter d'une autre manière. Bon, Jesse Eisenberg, ok, il joue le rôle de Lex Luthor. Encore une fois, je trouve qu'il le joue un petit peu de manière, je te dirais, exagérée quelque part. Donc c'est assez pénible comme film. On ne retrouve pas du tout l'univers qu'on pouvait retrouver dans Batman Begins ou dans Man of Steel dans ce film-là. On ne retrouve pas le Superman de Man of Steel, on ne retrouve pas le Batman de Batman Begins. Donc c'est pas... non, c'est complètement raté, il est à côté de la plaque, d'après moi. C'est un film qui a fait beaucoup de succès parce que la plupart des gens qui ont été regarder ces films-là sont soit des fans de comic book, soit des fans de films d'action, ou les deux, et qui du coup, en étant fans du comic book, ont réellement eu, d'après moi, un petit peu moins de recul par rapport à la réalité, je te dirais, du film. Si tu prends le film hors contexte, que c'est pas un film, par exemple, adapté d'un comic book, la plupart des gens vont te dire c'est pas bon, c'est sûr. Bref. Anecdote, Superman a 42 lignes de dialogue dans le film, c'est énorme, hein, mais à noter aussi que Wonder Woman en a 16, c'est pas mieux. Donc, ouais, okay, déjà à la base, là on voit pas beaucoup de travail au niveau des dialogues. Je veux pas être quand même mauvais esprit, mais voilà. Bon. À la suite de ce film-là, la boîte de prod était super enthousiasmée par le film, ils ont été voir ça, tu sais, comme ils font un petit peu chez eux, ils ont une production une avant-première, on va dire, juste pour eux, etc. Ils ont fait un standing ovation à leur propre film. L'ego est énorme. Et là, ils se sont dit, non, mais ça, c'est magique comme film. À la suite de ça, on fait 3 films Batman solo avec Ben Affleck. Ça, c'est sûr, comme on avait fait avec Christian Bale. Finalement, ça s'est jamais fait. Pour plein de raisons. Ben Affleck a quitté le costume, finalement, de Batman par la suite. Tu le sais si tu t'intéresses au milieu du cinéma. Et puis bon, voilà, il va plus reprendre Batman. Puis finalement, les chiffres au niveau de ces films-là, même s'ils ont marché, c'est pas au rendez-vous nécessairement de l'enthousiasme des producteurs de ce film-là. Donc, ils ont laissé tomber un petit peu, voilà, le film, ils l'ont mis de côté. Dernière anecdote qui est quand même assez intéressante, Christian Bale, contrairement à ce qu'on pensait, n'a pas pris sa retraite de Batman. C'est pas lui qui a intentionnellement décidé de ne plus jouer le rôle de Batman. On l'a gentiment accompagné à la porte. On lui a dit en fait gentiment à Christian Bale qu'il était temps de ne plus jouer le rôle de Batman, on allait prendre quelqu'un d'autre, sachant pas à ce moment-là d'ailleurs que ça allait être Ben Affleck. Hein. Il y avait plusieurs gars qui étaient en lice pour jouer le rôle de Batman à la suite de Christian Bale. Donc Christian Bale a dit par la suite d'ailleurs qu'il était très triste de ne plus jouer le rôle de Batman et qu'il aurait aimé poursuivre en fait à travers d'autres films et que ça s'est jamais fait et que à partir de maintenant évidemment il veut plus le faire. Donc c'était quand même assez intéressant aussi à noter. Voilà, il a été invité à sortir. Il n'est pas sorti de lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Je ne le sais pas. Mais c'est Christian Bale, hein, quelqu'un de particulier, comme la plupart des acteurs. S'ensuit l'année d'après Justice League en 2017 6.2
qui vaudrait à peu près 1. Encore plus mauvais que Batman, là, c'est Superman. Ça, et puis Aquaman, mon Dieu, c'est juste l'horreur, ces films-là. De Josh Whedon / Zack Snyder, ça je l'ai expliqué après, mais sûrement que tu es déjà au courant, avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa qui reprend le rôle d'Aquaman, Ezra Miller qui reprend le rôle de Flash, Diane Lane, Jeremy Irons, Ray Fisher qui prend le rôle de Cyborg, J.K. Simmons. Alors, effectivement, pendant le tournage de ce film-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que proche de la fin du film, une des filles, parce que Zack Snyder a une dizaine d'enfants, je pense, de 2 mariages différents, et en plus, il en a adopté 2. Il y a une de ses filles qui s'est suicidée, donc à l'âge de 17 ans. Évidemment, ça l'a profondément touché, ce qui est relativement normal comme comportement d'être humain, je te dirais. Et il était quand même à la fin de la production, qui était une des plus grosses productions de l'époque pour la maison de production en question. Il a essayé de poursuivre avec Deborah Snyder, sa femme, qui n'est pas d'ailleurs la mère de la fille. Il a essayé de poursuivre la production, mais il n'a pas pu. Donc il a arrêté là. Alors la boîte de prod, alors qu'il restait, on était en post-prod, c'était quasiment fini, on était en montage, a donné la réalisation à Josh Whedon, qui lui a regardé le film, ça ne lui plaisait pas. Il a réappelé les acteurs en disant on va retourner des scènes et on va le remonter de manière complètement différente. Donc le film est sorti d'une durée de 2 heures et quelques, avec comme réalisateur Josh Whedon, un film qui était quand même très très mauvais, il faut dire ce qui est. Petite anecdote d'ailleurs là-dessus, c'est que Henry Cavill était déjà en train de tourner Mission Impossible, je pense que c'était le 6 ou 7 je pense, Fallout, je ne sais plus lequel c'est exactement, contre Tom Cruise. Et si tu as vu ce Mission Impossible là, tu verras qu'il a une moustache dans le film. Et la production de Mission Impossible a refusé catégoriquement qu'il rase sa moustache pour redevenir Superman le temps de quelques scènes à retourner, parce que monsieur Josh Whedon voulait changer complètement la narration du film Justice League. Alors, ils ont fait en toute hâte, de manière très 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 rapide, des CGI pour l'effacer, en fait, sa moustache de manière avec des effets spéciaux. Alors, c'est pour ça que ça se voit et que c'est relativement horrible. La plupart des gens ont manifesté comme ça leur horreur par rapport au résultat que ça a pu donner. Justice League, il y a eu, tu as dû le voir aussi dans les réseaux sociaux, plein de gens qui ont demandé par la suite qu'il y ait la version longue de Justice League qui sorte, enfin réalisée uniquement et remontée en fait par Zack Snyder. Ça a finalement vu le jour et à l'heure actuelle c'est disponible sur HBO, me semble-t-il, une durée de 4 heures et quelques. Oui, alors bon, il a retourné ça, il a refait, il a réappelé des acteurs, il a retourné des scènes, il a remonté. Il faut dire qu'à la base, ce Justice League-là devait être divisé en 2. C'est pour ça la durée de 4 heures et quelques. Il devait y avoir Justice League partie 1, Justice League partie 2. Il va y avoir un Justice League partie 2 qui va être la suite de ce Justice League-là. Ça fait beaucoup de Justice League. Donc c'est pour ça la durée en fait de 4 heures, pour t'expliquer de manière plus courte. Le film est sorti, beaucoup d'attentes de la part des fans, etc. Je n'ai pas vu la version longue, mais paraît-il que ça ne serait pas au rendez-vous des attentes. Donc ça ne serait pas quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vais uniquement baser mon point de vue par rapport au Justice League original de Josh Whedon / Zack Snyder, parce qu'il y a quand même des scènes qui ont été montées différemment par Zack Snyder, qui est un film particulièrement mauvais, sans aucun intérêt. À un moment donné, on voit une sorte de remake, pas de remake, d'avancée dans le futur avec un Superman qui devient complètement cinglé et qui anéantit la quasi-totalité de la planète. Une sorte de cauchemar, hein, ils appellent ça le Nightmare. C'est ridicule, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça donne pas réellement d'informations par rapport à la narration. Aquaman est ridicule, de toute façon, c'est un personnage qui a aucune substance dans son film à la base, avec des effets spéciaux qui sont très mauvais dans Aquaman, des dialogues ultra cheesy, ultra clichés. Alors, ok, on n'est plus dans les films des années 80 avec Stallone et Schwarzenegger, faut arrêter à un moment donné. Donc non, ça a aucun intérêt. C'est un film qui a strictement aucun intérêt. Les combats sont longs et complètement inintéressants. Ils n'amènent pas grand chose à la narration. On essaye de combattre un gars qui est plus ou moins... on se met à plusieurs, mais le gars est plus ou moins invincible. Quand Superman arrive, il lui donne une pichenette, le gars il finit. C'est ridicule. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. C'est mauvais. Les effets spéciaux sont... J'aime pas. Voilà. Et je termine avec son dernier film, mais oui, c'est déjà son dernier film, filmographie quand même relativement courte. Il a commencé à l'âge de 37 ans, hein. Il avait une autre carrière avant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et il ne se destinait pas nécessairement à faire des films. Maintenant, il fait des films.
Army of the Dead sur Netflix, qui est donc sorti le week-end dernier. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, je vais la monter, etc. Mais moi, je l'ai vu le week-end dernier, quand il est sorti. Je l'ai vu le lendemain de la sortie du film. Avec Dave Bautista, Nora Eznezeder, qui joue le rôle de Lily Coyote, si tu as vu le film, et qui, quand même, pour une anecdote, est française. Hein, donc, c'est quand même à noter. Matthias Schweighofer, qui joue le rôle du gars qui ouvre le coffre, etc. Ça, je vais revenir là-dessus. Lui, par contre, il est allemand, il n'est pas américain, et c'est un acteur allemand très confirmé dans son pays. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs films. Il y a certains films qui sont relativement mauvais dans sa filmographie en Allemagne, mais il a fait plusieurs films notables en Allemagne, et c'est quelqu'un de très très connu en Allemagne. C'est sûrement pour ça qu'il a eu ce rôle-là. Les Américains aiment ça, avoir des castes souvent internationales avec des gens qui sont confirmés dans leur pays. Ella Purnell, Théo Rossi et Omari Hardwick. Omari Hardwick, qui a été rendu célèbre notamment grâce à la série télé Power, qui a noté 8.1 sur 10 sur IMDb. Il y a 5 ou 6 saisons à cette série télé-là, qui reprend un petit peu, je te dirais, j'ai pas vu la série, mais j'ai regardé le logline, un petit peu l'idée Breaking Bad, un gars qui paraît bien, mais qui en fait en arrière est un mania de la drogue. Donc ça me faisait penser un petit peu à Gus dans Breaking Bad, tu sais, avec... Hermanos Polos, là, ils vendent des poulets et en même temps ils vendent du cristal meth en dessous pour les cartels du Mexique. Donc ça me faisait penser un petit peu à ça. J'ai l'impression que c'est l'idée qui est reprise. 8.1 sur 10 sur IMDb, peut-être qu'un jour je regarderai cette série-là, je ne sais pas encore. Quand même 6 saisons, c'est quand même assez conséquent. Donc quelqu'un qu'on connaît bien, Omari Hardwick, à savoir que pour le rôle, il a dû s'entraîner très dur. Hein. Il fallait qu'il devienne très très musclé, ce qui n'a rien à voir avec Dave Bautista. Mais Dave Bautista, c'est un gars qui vient à la base du catch, hein, WWF, donc c'est toujours des masses, hein, ces gars-là, c'est toujours des monstres. Alors le film, en tant que tel, Army of the Dead, j'ai pas détesté. Ce n'est pas non plus un grand film. C'est un film qui est relativement moyen parce que malheureusement, dans le film, encore une fois, il y a des incohérences. Il y a des longueurs aussi par moment. Il y a des éléments de la scénarisation qui sont inutiles. Donc il y a quelques éléments comme ça qui, moi et ma compagne d'ailleurs, nous ont un petit peu dérangés. Mais globalement, le film est quand même lisible. Il y a des choses très intéressantes. Il y a du montage très intéressant. Je pense notamment au début du film, hein, quand on a la présentation des personnages, de ceux qu'on ne verra pas d'ailleurs parce qu'ils meurent, ou de ceux qu'on voit. On voit déjà comment est-ce qu'ils vont plus ou moins disparaître dans le film. La fin, qui est intéressante aussi, bien qu'incohérente, mais intéressante. J'ai beaucoup aimé la manière dont les zombies sont traités. Naturellement, c'est encore un comic book. Donc évidemment, ça vient de l'univers du comic book en tant que tel, mais c'est une autre manière différente. Des zombies qui ont une culture, qui ont une hiérarchie, qui ont même une sorte d'art, hein, qui développent. On voit la manière dont ils s'habillent, etc. Si on pense d'ailleurs au chef des zombies, il y a une hiérarchie chez eux, il y a un ordre établi, il y a une manière de communiquer. Donc réellement, le développement d'une sorte de nouvelle nation avec qui on va faire des échanges, des trocs. Donc tester au début du film, si tu ne l'as pas vu, va le voir, il va y avoir des spoilers, c'est sûr. Donc c'est dans ce que je vais dire, mais c'est très intéressant cette manière de faire. Les côtés clichés qui sont très parodiques, donc ça c'était très bien, mais il y a des côtés clichés qui ne le sont pas. Ça l'est moins. On est tout de suite là-dedans et on dit encore une fois, ok, regarde, 1980, Sylvester Stallone, c'est passé, on est en 2021, il est temps de faire autre chose. Donc on est quand même dans quelque chose, voilà, qui est entre le maladroit, incohérence, beaucoup d'incohérence aussi dans le scénario qui m'a un petit peu tapé sur les nerfs, je te dirais, et qui m'a un peu fait chier. Mais d'un autre côté, des éléments comme ça, très drôles, notamment la relation par exemple entre l'ouvreur de coffre et Omar Hardwick, une relation entre ces deux personnages-là qui s'établit au fur et à mesure de la narration, qui est très intéressante et très bien faite, très bien construite. Certaines scènes d'action qui sont trop longues, notamment si je pense à la fin, dans les casinos, etc. Ça aurait pu mettre très largement mis de côté, ou le pilote d'hélicoptère, qui est un personnage un petit peu inutile, qui est un personnage quand même qui est assez profond, qui est bien écrit et qui aurait pu avoir de la substance, mais qui malheureusement, voilà, on lui a pas donné assez de crédit et on l'a écrit de manière un petit peu trop cliché, surtout vers la fin. Donc il y a beaucoup comme ça de choses qui sont très maladroites dans ce film-là, mais un univers très intéressant et un univers qui va être développé par la suite. Je vais t'en parler après. Budget du film est de 90 millions de dollars, on part dans les anecdotes. À savoir que ce film-là a été produit par la Warner et a été abandonné par la Warner. Donc c'est Netflix qui a repris le film, ce qui explique pourquoi Zack Snyder était attaché à ce film-là, parce que Warner Bros, c'est pas mal avec eux qui travaillent tout le temps. Donc là, il a travaillé pour Netflix. Première scène du film qui est très intéressante, que moi j'ai beaucoup aimé aussi.
Première scène du film, si t'as pas vu le film, spoiler alert, va le voir peut-être, puis après reviens voir la suite de la vidéo. L'attaque, du coup, pas l'attaque, mais l'accident qu'il peut y avoir avec le convoi au départ et le premier zombie qui s'échappe, tout ça est tourné dans les crépuscules. Ça a été la scène la plus difficile à tourner parce qu'elle a pris 5 semaines à tourner. Zack Snyder voulait absolument pas utiliser d'effets spéciaux pour ce film-là, donc il voulait la lumière naturelle, soit la lumière du crépuscule, et ça a pris 5 semaines pour avoir la bonne lumière au fur et à mesure des scènes. C'est une scène de fight, donc il y a beaucoup de plans différents. Les scènes de fight, quand tu regardes dans les films, sont toujours très longues à faire. Ça demande beaucoup d'effets sur le plateau de tournage, mais beaucoup de CGI aussi. Donc il faut tout mettre ça en place. Ça peut être compliqué, il y a des explosions, il y a des tirs, etc. Des angles de caméra qui sont plus ou moins différents. C'est très très long à tourner et c'est très compliqué à tourner. 5 semaines pour cette scène-là, c'est quand même à noter. C'est quand même relativement long. Scène que j'ai parfaitement aimée, surtout la scène de dialogue, d'ouverture avec les deux gars dans le camion qui est à mourir de rire. Et après ça, boum boum boum, on rentre dans une scène d'action où on reprend un petit peu l'idée de 28 Days Later Army World War Z au niveau des zombies, bien qu'ils sont évolués de manière différente, avec quelque chose de comme ça très rapide, très dynamique et très naturel dans la manière dont c'est filmé avec la caméra qui suit comme ça l'action. Très intéressant. À noter, si tu as aimé Army of the Dead, tous les goûts sont dans la nature, bien sûr, il va y avoir, donc pour les anecdotes, Army of the Dead Las Vegas, qui elle va être une série animée qui va sortir aussi sur Netflix avec la plupart des mêmes acteurs, puisque ça va être une préquelle qui vont donner leur voix en fait à leurs personnages. On va voir aussi de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas qui vont être dans la préquelle. Moi, ça m'intéresse moins. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, Army of the Thieves, qui lui a été complété, qui a été terminé, qui va aussi sortir sur Netflix, qui est aussi une préquelle, mais qui se focalise sur Ludwig Dieter, c'est le nom que je cherchais depuis tout à l'heure, le gars qui ouvre les coffres, interprété par Matthias Schweighöfer, qui est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans Army of the Dead, qui est un personnage qui est très bien construit, très bien travaillé. La plupart des personnages, je te dirais, peut-être à part quelques-uns dont j'ai parlé, comme la pilote d'hélicoptère, mais sont quand même relativement bien. Ils ont de la profondeur. Ils ont de la profondeur. Et certains sont très bien écrits. Et lui, il en fait partie. C'est un des personnages les mieux écrits. Donc, c'est mis en scène par lui-même. Et c'est scénarisé notamment par Shea Alston, qui a participé à la scénarisation de Army of the Dead. Et il va avoir évidemment le rôle principal. Donc une préquelle où on va le voir lui avant les événements de Army of the Dead avec un groupe de personnes avec qui il va être et comment est-ce qu'il va essayer de se débrouiller au milieu de cette nouvelle invasion de zombies qu'on voit à Las Vegas avant évidemment les événements de Army of the Dead, ce qui va l'amener lui aux événements de Army of the Dead. Donc ça va être fait, ça va être intéressant. Ce n'est pas du Zack Snyder, mais c'est directement à la suite de Army of the Dead. Pourquoi pas, intéressant. Au niveau des nouveaux projets de Zack Snyder, j'ai pas trouvé grand chose à part ça. Army of the Dead Las Vegas, c'est lui qui le produit et qui va participer du coup à la série animée. À part ça, j'ai pas vu grand chose. Donc, à suivre, ça termine ma vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la vidéo sur la filmographie de Zack Snyder, comme j'avais déjà fait auparavant plusieurs autres vidéos sur des filmographies de réalisateurs différents. Si tu es nouveau sur la chaîne, on n'est pas super nombreux, je te renvoie à aller dérouler la chaîne. Il y a d'autres réalisateurs dont j'ai parlé, dont Stanley Kubrick, M. Night Shyamalan, John Carpenter, etc. Tu en trouveras plein d'autres. Aujourd'hui, c'était Zack Snyder. La prochaine fois, je ne sais pas qui ça sera. On va faire la conclusion. Donc si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce que une nouvelle vidéo va sortir. Si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, de laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Le podcast que je vais encore, et j'ai pas fait de nouvelle émission de podcast, non pas du tout, mais comme d'habitude, si tu veux m'entendre parler pendant des heures de cinéma et que tu n'as pas encore écouté le podcast, tu te retrouveras le lien dans la description. Et on se retrouve à la prochaine. À la prochaine, ciao, bye. Non. T'as failli te tromper, Ouais.